Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors après avoir étudié le chapitre qui concerne le muscle squelettique strié et nous avons vu comment cet organe convertit de l'énergie chimique contenue dans la molécule de l'ATP en une énergie mécanique encore appelée le travail musculaire. Alors dans cette capsule, je vais vous proposer des exercices d'application. Nous avons bien évidemment entamé dans une première partie, une partie qui concerne restitution des connaissances et je vais vous proposer bien évidemment une partie concernant l'étude scientifique et interprétation graphique. Bien sûr, une partie, on va la résoudre ensemble et à la fin de la vidéo, je vais vous proposer un exercice pour vous dans le but, bien évidemment, de mettre en œuvre vos compétences. Alors tout d'abord, pour les personnes qui viennent de se joindre à nous pour la première fois, je vous conseille bien évidemment d'aller visualiser votre chaîne Fardari Channel. Vous allez trouver les capsules de cours avant de traiter ces exercices. Alors sur votre chaîne, qui est maintenant votre partenaire, vous allez trouver l'ensemble du programme du baccalauréat BIOF marocain en SVT, en physique-chimie et en mathématiques. Je vous conseille bien évidemment de s'abonner, d'encourager votre chaîne pour vous donner le meilleur que vous méritez. Je vous propose aussi le pack Bac BIOF pour les 3 matières. C'est une offre de l'excellence pour les mathématiques, la physique et la chimie et les SVT pour les filières SVT et PC. Alors pour toute information et inscription, contactez le numéro suivant. Alors nous avons vu que le muscle squelettique strié, donc c'est un muscle qui tapisse pratiquement l'ensemble du squelette humain et qui permet au squelette d'avoir une certaine mobilité. Nous avons vu bien évidemment dans les capsules de cours, que je vous invite vraiment de les visualiser, que le muscle en tant qu'organe, il est contractile, mais avant il est excitable, contractile, il est tétanisable et il est fatigable. Une coupe transversale montre qu'il est formé par un ensemble de faisceaux de fibres musculaires vascularisées. Il a un aspect strié. L'unité structurale, c'est le sarcomère, qui permet la mobilité pour l'ensemble des myofibrilles. Alors donc, nous avons vu que les myofibrilles sont formées par une succession d'unités structurales et fonctionnelles, les sarcomères, à leur niveau, des phénomènes moléculaires qui se passent, qui permettent leur contraction. On distingue bien évidemment la présence de 2 types de filaments, les filaments d'actine et les filaments de myosine. Alors donc, on peut parfaitement voir les myosines qui se terminent par une tête bilobée, qui forment des ponts appelés les ponts actomyosines, qui sont favorisés par les ions calcium libérés
du réticulum sarcoplasmique lors d'une excitation, c'est-à-dire l'arrivée d'un influx nerveux. Bien sûr, la fibre musculaire consomme de l'ATP qui va convertir cette énergie chimique en énergie mécanique qui permet la mobilité des têtes qui vont faire glisser les filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Bien sûr, ce mouvement n'est possible qu'avec l'intervention des ions calcium. Alors, ce sont des phénomènes que nous avons déjà décrits dans les capsules. Je vous invite d'aller vraiment les voir. Donc, comme je vous ai dit, l'intervention des ions calcium est capitale pour le bon déroulement des phénomènes de contraction. Donc, la libération des ions calcium suite à l'arrivée d'un influx nerveux qui va libérer ces ions qui sont stockés dans le réticulum sarcoplasmique. Les ions calcium se fixent sur la troponine qui va dévoiler les sites de fixation des têtes bilobées de la myosine, formant, comme je vous ai dit, les ponts actomyosines. Donc, l'arrivée de l'influx nerveux qui va libérer un médiateur fixé sur les récepteurs qui va favoriser la libération des ions calcium. Alors maintenant, donc, je vous ai proposé vraiment ces connaissances de base qui vont bien évidemment vous servir pour traiter et analyser des problématiques scientifiques. Alors donc, je vous propose le premier exercice. Alors donc, le muscle squelettique strié et consommation de l'énergie. Alors là, on vous propose un document, le document 1, qui représente quelques voies métaboliques responsables de la production de l'énergie nécessaire au renouvellement de l'ATP. À l'intérieur du muscle squelettique strié. La première question, complétez le schéma du document 1 en donnant les noms qui correspondent aux numéros encerclés. Alors donc, on va attribuer les noms qui correspondent aux numéros. Alors là, vous avez le numéro 1. Le numéro 1, c'est une strie Z. Le numéro 2, c'est le réticulum sarcoplasmique. Donc c'est là où il y a des réserves des ions calcium. Le 3. Le 3, c'est un filament de myosine, ou bien le filament épais. Alors, le 4, ce sont un filament d'actine, ou bien appelé encore filament fin. Alors, le 5, c'est la membrane sarcoplasmique, ou bien la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire. Alors, le 6. Donc là, on a une réaction 6 plus P qui donne l'ATP. Donc, le 6 correspond à l'ADP, adénosine diphosphate. Alors, le 7.
Donc là, vous avez ADP plus ACP qui donne créatine plus 7. Alors le 7, c'est quoi? C'est bien évidemment l'ATP. Donc, c'est une voie anaérobie qui permet la régénération par le muscle de l'ATP. Alors le 8. Alors le 8, donc là, ce phénomène alors donc là, la formation de l'acide pyruvique et formation de l'acide lactique, donc le 8 correspond à la fermentation lactique. Alors le 9, donc toutes ces réactions-là, c'est le phénomène de la respiration cellulaire. Alors pour le 10, alors là, on a une réaction ADP plus 2 plus un autre ADP, deux molécules d'ADP, vont former une molécule de AMP, adénosine monophosphate, plus l'ATP. Donc voilà en ce qui concerne les numéros qui correspondent aux différents phénomènes observés sur le document 1. Alors, question numéro 2, donnez une définition du sarcomère. Alors, comme je vous ai dit, le sarcomère, c'est l'unité structurale et fonctionnelle d'une myofibrie. Alors, pour la question numéro 3, ils vous ont demandé de schématiser un sarcomère au repos et en contraction. Alors là, vous avez un sarcomère au repos. Et juste en bas, vous avez un sarcomère en contraction. Alors bien évidemment, il y a des modifications que nous allons bien sûr citer par la suite. Donc, les différentes unités à savoir. Alors, pour la question numéro 4, donnez les variations observées au niveau d'un sarcomère en contraction. Alors, les observations observées lors d'un sarcomère en contraction, on observe rétrécissement de la bande H, donc qui se rétrécit, rétrécissement aussi de la bande I, qui est formée uniquement de filaments d'actine, alors que la bande A, formée d'actine et de myosine, reste inchangée, ne subit aucune modification. En général, il correspond au bâtonnet, à l'axe des filaments de myosine, parce qu'on connaît que ce sont les têtes bilobées qui sont mobiles. Alors, question numéro 5. Quel est le rôle des ions calcium? Expliquez cela en exploitant, bien évidemment, vos connaissances. Alors, les ions calcium, ils démasquent ou dévoilent les sites de fixation des têtes de myosine, masqués par la troponine, et favorisent la formation de ponts actomyosine. Alors, question numéro 6, définir les filaments d'actine. Alors, les filaments d'actine, encore appelés les filaments fins, sont composés de 3 types de protéines, l'actine G,
la troponine et la tropomyosine. Ces trois formes de protéines, par une relation étroite avec les protéines de myosine, favorisent bien évidemment la contraction du sarcomère. Alors, question numéro 7, définir les filaments de myosine. Les filaments de myosine, encore appelés les filaments épais, composés de protéines qui se présentent sous forme de bâtonnets qui se terminent par deux têtes bilobées. Alors, pour la question numéro 8, nommez l'organite de document 1. Alors, bien évidemment, l'organite de document 1 n'est que la mitochondrie. Alors, la question numéro 9, faites un schéma légendé de cette organite. Alors, donc, le schéma de cette organite, c'est la mitochondrie. Donc, voilà le schéma. Alors, bien évidemment, il faut mentionner donc la membrane externe qui correspond à 1. Le 2, c'est la membrane interne. L'espace intermembranaire. La matrice mitochondriale. Crête mitochondriale. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le mentionner, mais sachez qu'il y a une présence d'ADN plus le ribosome. Et bien évidemment, des produits, présence de l'ADP, les transporteurs d'électrons et de protons, le NAD+, et le FAD+, et bien évidemment des enzymes spécifiques, des réactions qui ont lieu au niveau de la matrice mitochondriale et la membrane interne. Alors, question numéro 10, définir la fermentation lactique. Alors, la fermentation lactique, c'est un phénomène métabolique au cours duquel on assiste à la dégradation partielle du glucose en présence d'enzymes spécifiques en absence du dioxygène dans le hyaloplasme cellulaire pour former de l'acide lactique plus de molécules d'ATP. Alors, question numéro 11. Établir la réaction bilan. Alors là, vous avez la réaction bilan de la fermentation lactique. Donc, une mole de glucose qui donne 2 molécules d'acide lactique, plus bien évidemment 2 ATP. Alors, question numéro 12. Définir la respiration cellulaire. Alors, la respiration cellulaire, c'est un phénomène métabolique au cours duquel le glucose est dégradé totalement par un ensemble de réactions d'oxydoréduction en présence du dioxygène avec l'intervention de la mitochondrie pour produire une quantité importante d'énergie sous forme d'ATP. Question numéro 13. Établir la réaction bilan. Alors voilà la réaction bilan de la respiration cellulaire. Alors, question numéro 14. Définir le cycle de Krebs. Alors, le cycle de Krebs est une succession de réactions cycliques d'oxydoréduction catalysées par des enzymes spécifiques qui s'effectuent dans la matrice mitochondriale au cours desquelles chaque radical acétyl subit une dégradation totale et se transforme en dioxyde de carbone et produit une molécule d'ATP par cycle de Krebs et la formation de transporteurs d'électrons et de protons du genre NADH, H+, et FADH2. Question numéro 15. Définir la chaîne respiratoire. Alors, la chaîne respiratoire correspond à une association de complexes protéiques
présents au sein de la membrane interne de la mitochondrie, responsables du transport d'électrons suite à la réoxydation des transporteurs au niveau de la membrane interne. Donc ces électrons provenant des transporteurs NADH, H+, et FADH2, ça chemine tout le long de cette chaîne respiratoire pour arriver à l'accepteur final, le dioxygène, pour former de l'eau. Question numéro 16. Donnez la réaction de transformation du pyruvate en acétyl-coenzyme A. Alors voilà, donc vous avez la réaction. Donc une molécule du pyruvate ou l'acide pyruvique réagit avec une molécule du coenzyme A, va former l'acétyl-coenzyme A et formation d'un transporteur réduit et une décarboxylation avec l'élimination de la première matière minérale, le dioxyde de carbone. Alors, question numéro 17. Déterminer le nombre de transporteurs FADH2 réduites au cours de la respiration cellulaire. Question numéro 18 aussi. Déterminer le nombre de transporteurs NADH, H+, au cours de la respiration cellulaire. Alors, le nombre de transporteurs formés au cours de la respiration cellulaire, donc on va trouver 10 molécules du genre NADH, H+, et 2 molécules de FADH2. Alors, question numéro 19, déterminer le nombre d'ATP produites au cours de la respiration cellulaire. Alors, le nombre d'ATP produites au cours de la respiration cellulaire, à la fin, bien sûr, tout dépend de certains organes, comme le foie, le rein et le cœur, il y a formation de 38 ATP. Alors, au niveau du cerveau et du muscle, il y a formation de 36 ATP. Alors, pour la question numéro 20 et 21, c'est-à-dire établir le rendement énergétique de la fermentation et le rendement énergétique de la respiration cellulaire. Alors là, pour la fermentation, donc là, vous avez une molécule de glucose qui libère 2860 kJ. Une molécule d'ATP par hydrolyse libère 30,5 kJ. Donc la relation du rendement, c'est R 2 ATP fois 30,5 sur 2860. Donc vous allez trouver aux alentours de 2%. Alors pour la respiration cellulaire, vous allez calculer, prenons le cas par exemple 38 ATP, donc 38 multiplié par 30,5 sur 2860. Bien évidemment, multiplié par 100, vous allez trouver aux alentours de 41-42%. Alors ce qui explique, nous l'avons déjà expliqué, qu'une grande partie de cette énergie produite est perdue sous forme de chaleur. Alors maintenant, nous allons entamer une deuxième partie qui sera consacrée spécialement à l'analyse scientifique et interprétation graphique. Alors donc voilà une deuxième partie. Donc je vous laisse bien évidemment lire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Comme ça vous serez capable par la suite à bien se concentrer et de mettre en évidence vraiment les éléments de base qui vont vous permettre à répondre aux questions. Alors là, donc les résultats sont présentés sous forme de tableau dans le document 2. Donc il faut vraiment analyser chaque donnée, chaque énoncé pour pouvoir répondre exactement à la question demandée.
Alors, donc, j'espère que vous avez essayé. Donc, on va passer à la correction. Alors, pour le muscle M1, la question petit a, quelles sont les variations observées sur les proportions des substances dosées dans M1 après la concentration, ou plutôt après la contraction? Donc, la réponse, il suffit de voir les données sous forme de tableau. Alors, pour le petit a, les variations observées, on observe une diminution de la proportion du glycogène, augmentation de l'acide pyruvique et la stabilité de la proportion de l'ATP et de la phosphocréatine. Donc voilà pour le petit a. Alors pour la question petit b, sachant que l'énergie utilisée dans la contraction musculaire est sous forme d'ATP, expliquez la stabilité de la proportion d'ATP dans le muscle M1 après sa contraction. Alors l'explication de la stabilité d'ATP s'explique tout simplement par son renouvellement dans le muscle. Donc l'ATP a été renouvelé. Alors pour la question petit c, après comparaison des proportions de glycogène et d'acide lactique, donnez le nom du phénomène permettant au muscle dans ce cas d'obtenir de l'énergie, le nom de la substance énergétique utilisée d'une manière indirecte par le muscle M1. Alors pour le petit c, le nom du phénomène, c'est la fermentation lactique. La substance utilisée indirectement, bien évidemment, c'est le glycogène. Alors maintenant, on va passer pour le muscle M2. Déterminer l'origine de l'énergie utilisée d'une manière indirecte justifiée. Alors pour le muscle 2, la phosphocréatine, donc c'est la substance utilisée bien évidemment. La justification, on remarque une diminution après la contraction de cette substance. Alors, pour la dernière question, en exploitant votre réponse en A, écrire la réaction chimique qui explique la diminution de la phosphocréatine et la stabilité de l'ATP dans le muscle 2 après la contraction. Alors voilà, donc la réaction, c'est l'ADP plus la phosphocréatine qui donne de l'ATP plus créatine. Alors voilà, donc mes chers élèves, donc je vous conseille de choisir votre bac bio pour les 3 matières, maths, physique, chimie, SVT, filière SVT et PC. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice pour s'entraîner. Et si vous voulez bien évidemment connaître la solution, vous n'avez qu'à se joindre à nous pour cette offre de l'excellence. Alors voilà, donc je vous propose cet exercice pour vous. Donc je vous laisse bien évidemment lire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Alors voilà, donc mes chers élèves, donc essayez de travailler, mettez un chrono. Alors pour d'autres exercices, je vous donnerai bien évidemment d'autres explications. D'ici là, portez-vous bien. Vos commentaires, bien sûr, sont les bienvenus. À bientôt.